Bonsoir à tous pour ce rendez-vous mensuel. Le GHU APHP Nord, Université de Paris Cité, vous propose une visioconférence consacrée à la recherche paramédicale. Alors elle est destinée prioritairement, comme chaque mois, aux étudiants en soins infirmiers dans les différents IFSI. Elle se veut être un complément aux unités d'enseignement d'initiation à la démarche de recherche que vous suivez pendant votre formation, l'UE 3.4 et l'UE 5.6. Alors Sandrine, ce soir, il est possible que les étudiants connectés soient curieux, persévérants, rigoureux, aiment se poser des questions, trouver des éléments de réponse, les discuter avec les gens qui se posent les mêmes questions qu'eux, bousculer leurs croyances, leur intuition, leur ressenti à l'occasion de la pratique des soins. Qu'est-ce que tu en penses? Alors effectivement, la recherche permet tout ça, en fait, se poser des questions et puis surtout, la recherche permet aux soignants paramédicaux et de se lancer en fait dans une amélioration de la qualité des soins. Il ne faut pas regarder la recherche comme à chaque fois quelque chose de scientifique ou de très médical. Donc effectivement, on participe au développement des connaissances et notamment l'exemple des données probantes et puis de participer à l'amélioration de la qualité des soins et des pratiques professionnelles. Donc ça, c'est un point très important. Et quel que soit le domaine, finalement, que ce soit préventif, curatif, diagnostic, organisationnel. Donc on va revenir sur tous ces aspects. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte est assez riche pour développer la recherche, soit parce qu'on rentre dans un cursus universitaire, soit parce qu'on profite de la politique de soutien en fait, des hôpitaux, soit parce qu'on va répondre à un certain nombre d'appels à projets pour tout soignant peuvent accéder à ces appels à projets. Si on remet les choses dans le contexte également, la réingénierie des professions de santé permet aussi, grâce à l'intégration de ces formations dans le système d'enseignement supérieur, de valoriser et d'intégrer la recherche dans le cursus de formation avec un socle de base finalement, si on prend celui des infirmiers, à un niveau de licence. Donc ça c'est plutôt intéressant et ce qui permet déjà d'être formé à la recherche et on verra que plus tard, lorsqu'on est professionnel et qu'on développe de la recherche, on se forme par la recherche. Alors pour développer tous ces aspects-là, nous avons plusieurs invités. À ma droite, Anne Leclerc, qui est coordinatrice de la recherche sur le GHU à APHP Nord, Université de Paris Cité. Également, Leroy Julien, qui est infirmier en recherche clinique sur la réanimation médicale de l'hôpital Saint-Louis. Madame Touré, qui est cadre de santé sur la réanimation médicale de Louis Maurier. Madame Berton, qui est infirmière coordinatrice des études cliniques à l'hôpital Lariboisière, et Sophie Mathieu, qui est étudiante en soins infirmiers de 3e année à l'IFSI de Bichat et qui s'intéresse particulièrement à la recherche. Donc Anne, si on repose le contexte en fait de la recherche, comment est organisée en fait la recherche déjà sur notre GHU de manière très générale et quelle est ta vision de la recherche comme coordonnateur? Alors, la recherche, pour moi, c'est avant tout interroger le dogme, c'est-à-dire que les idées reçues qui peuvent exister, et l'expression type, c'est « on a toujours fait comme cela ». Eh bien non, on ne va pas forcément toujours faire comme cela. Il y a peut-être des données probantes qui existent qui vont permettre de changer les pratiques, et il y a peut-être déjà des choses qu'on a changées par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire et qu'il faut aller évaluer pour montrer que c'est bien innovant, opérant et efficient. Donc, il y a un certain nombre de coordonnateurs de la recherche en soins à la PHP. Ils sont pour la plupart soit docteurs en sciences ou doctorants, et donc ont été formés par la recherche et auxiliaires médicaux. Et nous avons une fonction de support, c'est-à-dire que nous accompagnons la montée en compétences des soignants qui souhaitent faire de la recherche, ou nous les aidons à trouver des personnes qui sont dans ces fonctions support, comme vous pourrez le voir par exemple avec Madame Berton. Il y a ensuite, sur les 3 anciens GH, des cellules de proximité qui regroupent des soignants qui ont soit fait de la recherche, soit sont intéressés par la recherche, pour travailler à sa valorisation, à la communication sur la recherche en soins et aider les personnes à développer leurs projets et à les suivre tout au long de leur projet de recherche. Et enfin, il y a une commission recherche en soins du GHU plus stratégique qui va parler en méthode de la communication, du budget et de la valorisation de cette recherche. Et notamment, par exemple, en communication, la journée recherche qui a lieu tous les 2 ans, qui a eu lieu en février. Donc cette recherche,
Elle peut être soit financée, et à ce moment-là, nous accompagnons les soignants dans la recherche d'appels à projets pour écrire leur projet et pour décrocher ces financements. Et l'idéal est effectivement qu'elle soit financée, ou alors être sans financement, ce qu'on peut souvent voir dans le cadre de formations universitaires où des projets, des mémoires et des projets de recherche sont commencés, ou lors d'études pilotes qui cherchent à faire des premiers résultats pour pouvoir appuyer la demande de financement derrière. Et là, nous verrons cela avec Edwige Touré qui nous en parlera un peu. Et enfin, la formation à la recherche comme en formation initiale, ou par la recherche quand les personnes décident de poursuivre leur cursus universitaire, par exemple avec des masters recherche ou des doctorats. Et enfin, les soignants, tous les soignants peuvent faire de la recherche, tous les auxiliaires médicaux. Ils vont monter en compétences et un certain nombre de personnes support vont les aider pour cela. Et on peut donc participer à la recherche médicale ou en soins, on peut être co-investigateur ou porteur d'un projet de recherche soi-même. Et surtout, ceux qui ont une valence universitaire, qui vont se former par la recherche, vont devenir chercheurs en faisant. Donc les données provantes pour l'innovation et l'amélioration des pratiques sont absolument indispensables. Alors Julien, vous avez une expérience d'infirmier en recherche clinique au sein d'un service de réanimation. Quelle est votre vision de la recherche avec ce que vous faites actuellement, mais surtout comment la recherche est arrivée jusqu'à vous en tant qu'infirmier et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette mission? Alors, moi je suis infirmier depuis 18 ans maintenant et j'ai eu un parcours dans les soins pendant à peu près 15 ans, essentiellement autour du monde de la réanimation. Et en fait la recherche est venue à moi un peu par hasard, même si rien n'arrive complètement par hasard, puisque j'avais envie d'ailleurs, après avoir passé 6 ans comme infirmier général dans le service de réanimation médicale à Saint-Louis, et mon chef de service qui pensait depuis un moment créer un poste d'infirmier de recherche m'a proposé ce poste. Et donc j'ai accepté volontiers, d'une part parce que je pense que, et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup mais qui doit être encore appuyé, la recherche paramédicale doit vraiment être développée dans notre pays, dans nos institutions, parce que c'est encore quelque chose de très balbutiant. Et c'est vrai qu'en tout cas dans le monde de réanimation que je connais bien, eh bien c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Il y a pratiquement maintenant la grande majorité des réanimations, en tout cas sur les CHU, qui ont au moins un infirmier de recherche dans leurs équipes. Et voilà, c'est quelque chose... Alors, moi, sur mon poste, je suis plutôt, en grande partie de mon temps, là pour aider les médecins dans leur recherche et les accompagner dans tout ce qui est mise en place de protocoles, création de protocoles aussi, puisqu'on est impliqué dans la création de projets, la faisabilité sur des questions plutôt paramédicales. Et puis aussi le suivi des études en cours. Donc ça, c'est effectivement ce que je fais, c'est la grande partie de mon quotidien. Mais on me laisse du temps, heureusement, et c'est aussi vraiment nécessaire, je pense, pour lancer mes projets de recherche. Alors, comme c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment projeté, puisque ce n'était pas des postes très, en tout cas exposés et présents, eh bien, je ne m'étais pas vraiment projeté dans cette fonction-là. Donc il m'a fallu quand même un temps d'adaptation et de formation, puisque la recherche est un monde complexe et que malheureusement, on est, je trouve en tout cas pas assez sensibilisé, que ce soit pendant notre cursus de formation, mais surtout pendant notre exercice professionnel, puisqu'on nous laisse vraiment peu de temps à l'exercice de la recherche. Et, donc voilà, ce temps d'adaptation nécessaire. Mais voilà, on lance et on essaie en tout cas de développer ça de par des projets de recherche, mais aussi par une sensibilisation au quotidien auprès des équipes qui sont auprès des malades. Alors justement, quand vous dites je lance mes projets de recherche, est-ce qu'il y en a qui sont... Alors, comment, entre guillemets, vous y prenez? Est-ce que c'est un projet d'équipe? Est-ce que c'est une réflexion? Est-ce qu'il y a déjà des impacts sur la pratique? Alors c'est forcément un travail d'équipe. Je pense que la recherche ne peut absolument pas se faire tout seul. Même si on peut avoir une idée brillante de son côté, c'est quelque chose qu'il faut partager et développer en équipe. Ça, c'est une évidence. Alors comment vient l'idée de recherche finalement?
c'est un problème qu'on croise au quotidien souvent. C'est un problème, une question qu'on se pose, une question qui n'a pas de réponse. Et donc on se dit, voilà, on va faire un test, on va essayer des choses, on met une hypothèse en place et puis on essaie de voir si cette hypothèse peut s'avérer efficace ou pas. Mais oui, encore une fois, c'est clairement un travail d'équipe. Et sans l'ensemble de l'équipe médicale qui est autour de moi et qui est très aguerrie à la recherche, il est évident que c'est très difficile de pouvoir mettre un projet de recherche seul dans son coin, voire impossible. Alors justement, le rôle du cadre est très présent. Madame Touré, vous êtes cadre en réanimation médicale à l'hôpital Louis Maurier. Comment la recherche est arrivée jusqu'à vous? Quelle est votre vision de la recherche avec votre expérience comme infirmière et puis comme cadre avec ce levier en fait qui permet de développer la recherche? Comment vous arrivez à situer ces aspects-là? Alors moi je suis infirmière depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et la recherche est arrivée à moi en fait quand j'ai intégré le service de réanimation. J'avoue que c'est vrai que c'est des services souvent où l'équipe médicale est assez porteur d'études. Et donc globalement, on s'inscrit, parce que comme il disait mon collègue, c'est un travail d'équipe. Donc on s'inscrit dans les études qui sont mises en place, c'est-à-dire parce que l'infirmier a un rôle probant dans la mise en place, que ce soit au traitement médicamenteux ou en termes d'observation, de relevé de données. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis rendu compte que aussi bien, même si c'est un projet porté par l'équipe médicale, on avait toute notre place en tant que paramédicaux dans la valorisation de cette étude. Et donc, en faisant les études, en participant, on va dire, à l'étude du service, et bien en fait, en tant qu'infirmière, j'ai été sensibilisée tout d'abord parce qu'il y avait, comme disait Anne Leclerc, en fait, n'importe qui peut porter un projet. En fait, une aide-soignante s'est posé une question sur la prise en charge d'un patient qui était sous VNI, parce qu'effectivement, ça part toujours d'une situation qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'une situation qu'on vit, et on s'est dit, mais on se pose une question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Et là, ce projet de recherche, ce PHRIP qu'on a fait dans le service, est parti d'une aide-soignante. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de personne dédiée à s'interroger sur sa pratique. N'importe qui, justement, peut soulever une question sur laquelle on peut tous travailler. Alors, le projet dont vous parlez, si je ne me trompe pas, c'est la musicothérapie en réanimation. Voilà, le projet, l'étude s'appelle Muséréa. Et en fait, c'est parti sur... Voilà, effectivement, c'est un patient qui était sous VNI et en fait, qui était très agité. Madame Touré, juste pour préciser pour nos étudiants qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce que la VNI, s'il vous plaît? Alors, c'est la ventilation non invasive. Donc, c'est un masque qu'on pose sur le visage, la bouche et le nez, pour apporter des pressions ventilatoires au niveau des poumons. Souvent, là par exemple, c'était un patient qui avait un OAP, c'est pour aider un petit peu à évacuer les liquides. Donc, hein, voilà, OAP. ça, voilà. Et donc du coup, sur ce patient-là, en fait, le soin, en tout cas la prise en charge, c'est un petit peu mal passé, ça finit par un arrêt cardiaque. Pas de souci, le patient en a récupéré, il n'y a pas de problème. Le patient est sorti du service. Mais en fait, du coup, ça a amené à s'interroger sur comment faire en sorte que le patient adhère, en tout cas, le soin soit plus confortable pour ce patient. Et c'est vrai que du coup, cette soignante s'est dit, si on mettait peut-être un peu de musique, parce que moi, je sais par exemple, quand je suis un peu stressée pour quelque chose, je mets de la musique, ça me détend. Et si on essayait, et on part de là, et en fait, on commence à se poser des questions, à aller regarder ce qui existe. On accompagne, voilà, à regarder ce qui existe, on se pose des questions, on ramène l'idée auprès de l'encadrement, et voilà. En fait, c'est plusieurs étapes, ça ne se fait pas en une fois, ça c'est clair, en fait, il faut être clair là-dessus. Un projet de recherche ou une étude, ça prend du temps. Ça prend du temps, il y a une question, on essaie d'y répondre, on va déjà regarder ce qui existe, on revient, on dit bon nous, ça existe, mais moi je voudrais plus travailler sur ce levier-là. Et petit à petit, et c'est comme ça quand on est accompagné par l'encadrement, et en fait c'est ce qui s'est passé, après on en parle au sein de l'équipe, on fait des réunions, on s'est dit, parce que du coup après cet événement, on a discuté autour d'une réunion, on appelle ça un peu un CREX, et c'est vrai que ça avait marqué les équipes, ils se sont dit mais comment on peut faire? Et donc cette soignante a exposé son envie de travailler là-dessus. Et voilà, ça s'est construit comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'on dise, tiens, si on faisait une lettre d'intention, on donnait notre idée, et donc on écrit une lettre d'intention au comité, et en fait, cette intention est validée ou pas, et ensuite, ça passe par l'écriture du projet, en fait, toutes les étapes que Anne Leclerc pourra détailler éventuellement sur des questions.
Et à la fin, ben après, ça fédère une équipe. Je pense qu'en fait, clairement, même si le projet n'est pas d'une personne, le fait qu'on en discute tous ensemble et en fait on part sur une amélioration de quelque chose, à changer une pratique, et ben, il y a presque de façon incontournable, ça fédère autour d'une équipe. Donc du coup, c'est une idée en tout cas qui a été porteuse auprès des équipes, et bien tout le monde y a adhéré, et en fait c'est comme ça que le projet a abouti. Et effectivement, toujours, hein, c'est un travail d'équipe, l'équipe médicale, paramètres et l'encadrement, parce que quand on parle d'équipe, moi je pense que c'est tout le monde, il n'y a pas, voilà, il y a pas l'équipe médicale, il n'y a pas de truc. L'équipe d'un service, c'est tout le monde ensemble. Et le projet a abouti, on a fait... Alors, où est-ce qu'on en est finalement de ce Alors, projet? le projet a abouti, il a été publié, il a eu le financement, Ouais. voilà. Ça a pris, le projet a démarré en 2015 et ça a fini, le résultat sont sortis en 2016-2017. Ça a été même présenté à la SRLF et tout ça. Aujourd'hui, où ça en est? Aujourd'hui, ben, en tout cas, nous, en termes, dans notre service, on continue de mettre de la musique aux patients qui sont sous VNI, et ça a même été élargi sur d'autres soins. Ça arrive que les soignants proposent de la musique à des patients à qui on pose un KTC, enfin, un cathéter central. Pour n'importe quel soin un peu désagréable, eh bien, on le propose. Il y a eu aussi des travaux qui ont amené à améliorer nos locaux aussi, parce que du coup, on a mis des écrans où on peut insérer de la musique, les patients peuvent apporter de la musique qui les reconforte. Le seul truc qui est embêtant, c'est que normalement la musicothérapie, c'est censé être une musique assez particulière. Il faut une licence pour ça, et c'est vrai qu'à la fin de l'étude, malheureusement, voilà, on n'a pas pu financer la licence, mais ce qui est important à retenir, moi je pense, c'est le ressenti des équipes, c'est-à-dire ce côté où on a pu apporter d'autres soins, c'est-à-dire un autre type de soins, de confort, et de sentir qu'on a pu améliorer le quotidien d'un patient. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Au-delà de voilà, les petits aléas, de la licence, ça nous a un petit peu embêté, mais on a cherché d'autres moyens pour continuer à mettre en place notre projet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été présenté à plusieurs congrès, qui a porté l'intérêt d'autres services. Moi, j'ai été encore contactée il n'y a même pas un mois de cela, par d'autres services qui souhaiteraient mettre ça en place et voir justement comment on pourrait financer cette licence de façon générale sur tout un GH. Donc voilà, c'est depuis 2015, mais cette étude vit encore. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui m'amène aujourd'hui à cette présentation. Et concrètement, moi, en tant qu'infirmière, ça va me donner aussi envie de travailler sur d'autres sujets. Et en fait, moi aussi, j'ai porté un projet de PHRIP sur la prise en charge de la douleur des prélèvements artériels en réanimation. Et il n'a pas abouti à un financement, mais en fait, il a abouti à ce qui est le plus important pour moi, à une sensibilisation des équipes à la prise en charge de la douleur des prélèvements artériels. Il y a quand même eu du coup, une procédure qui a été écrite, qui est sur la GED, qui est accessible à toutes les personnes du GH. Il y a une affiche. En fait, moi, en tout cas, en tant que paramède, la valorisation, c'est de voir que quand je passe dans certains services, je vois mon affiche collée et que je... Non, mais je crois que c'est important. Voilà. Au-delà d'obtenir le financement, derrière, ce qu'on souhaite vraiment obtenir, c'est de modifier nos pratiques, d'améliorer les soins qu'on peut apporter auprès du patient. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, qu'il faut donner comme message quand on se lance sur un projet comme celui-là auprès des équipes. Et c'est celui-là que je porte moi auprès des équipes, c'est de toujours se questionner sur ces pratiques et essayer toujours d'améliorer. Et d'aller voir tout ce qu'on peut apporter pour améliorer nos pratiques. Et c'est un vrai... Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis cadre et je pense que c'est un vrai levier managérial. Tout d'abord dans la valorisation du travail au quotidien pour les équipes, parce que je pense que quand on les accompagne, quand on valorise ce qu'ils font, quand les patients... L'intérêt aussi. Voilà, l'intérêt. Je ne dis pas, j'ai pas toute la maîtrise sur le sujet, mais en fait, quand on nous donne le moyen, c'est-à-dire qu'on a... Voilà, Anne qui est là, on a des cellules, on a aujourd'hui une ARC dans notre service. Tout ça a amené aussi une infirmière de notre service à vouloir faire de la recherche. Et aujourd'hui, elle est sur une formation DU recherche. Donc voilà, donc je pense que en termes managériels, aujourd'hui, dans la fonction que je suis, ça permet de fédérer, ça permet de créer une vraie cohésion autour d'un projet commun. Vraiment. Quel que soit, moi, quand les équipes viennent et me disent « oui, je me pose des questions », je dis « posez-vous toujours des questions ».
Pour éviter justement cette routine dont parlait Anne, Voilà. et On de fait ça toujours comme d'habitude. réinterroger sa pratique pour aller plus loin et avoir aussi un moteur aussi dans les pratiques soignantes. Alors, du coup, on a parlé de support aussi tout à l'heure, on a parlé aussi de recherche avec financement et sans financement à travers votre exemple. Laure, du coup, vous êtes infirmière coordinatrice en recherche clinique. C'est aussi, à l'instar en fait de Julien, en fait, une évolution, un glissement aussi vers la recherche. Quel est votre parcours? Quelle est aujourd'hui votre vision de recherche et qu'est-ce que vous faites? Alors, donc on a un parcours assez proche finalement avec Julien, parce que j'ai aussi travaillé quelques années en réanimation chirurgicale. Puis après, j'ai travaillé dans un service d'oncodermatologie, où je m'occupais donc du suivi du parcours de soins des patients. Et puis, voilà, pareil, j'avais envie d'ailleurs, et du coup, on m'a proposé un poste au centre de recherche clinique de l'hôpital Lariboisière. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'était un nouveau monde, une découverte totale d'un milieu que je ne connaissais pas, puisque à l'époque, en tout cas dans mon parcours de formation, on ne parlait pas du tout de recherche. Donc j'ai vraiment découvert, pour le coup, sur le terrain. Voilà, donc aux côtés des investigateurs, enfin des médecins qui donc étaient menaient des projets voilà, industriels, donc avec des promoteurs, des recherches internationales. Voilà, et du coup, voilà, donc ils font appel à l'équipe du centre de recherche clinique pour mener à bien leur projet au sein des services. Alors vous avez une fonction support, plutôt dans l'aspect méthodo, plutôt dans quel type de support en fait vous proposez à travers cette mission? En fait, sur tous ces supports-là, à la fois méthodologiques, puisqu'il faut pouvoir mettre en place les différents protocoles. On élabore des feuilles de route pour suivre bien, enfin, pour bien respecter les protocoles et assurer une certaine qualité, assurer la qualité en fait des essais cliniques. Donc il y a à la fois l'aspect méthodologique, il y a l'aspect humain, puisqu'il y a des ressources humaines, des techniciens de laboratoire, des techniciens d'études cliniques, des infirmières au sein de ce centre de recherche. C'est vraiment une plateforme d'aide à l'investigation pour apporter un support, un renfort aux médecins. Voilà. Alors, ces plateformes se développent au sein du GHU et on a des supports aussi sur les recherches médicales et paramédicales, donc c'est quelque chose qui va aussi se transformer et c'est intéressant de pouvoir s'appuyer en fait sur des personnes aux ressources. Alors vous, Sophie, vous êtes étudiante en soins infirmiers en 3e année et vous êtes intéressée à la recherche. Pourquoi? Oui, alors je suis en reconversion professionnelle. J'ai 42 ans et j'ai appris en première année qu'en effet les 3 ans de diplôme pouvaient être un diplôme universitaire. Et je me suis dit que peut-être je pourrais faire une maîtrise. Et l'exercice de mémoire, là je suis en plein dans le mémoire, donc c'est la fin de ma formation, me plaît énormément. C'est marrant parce que mon sujet c'est la musique comme soin infirmier. Voilà, bon, pour l'instant c'est très flou pour moi, j'ai entendu parler d'IPA, maîtrise, est-ce qu'il faut être... voilà, master. Pour moi. Est-ce que donc, moi je pensais donc, est-ce que je fais une maîtrise, un master, pardon, et ensuite une thèse, est-ce que je deviens IPA, et enfin voilà, c'est très flou pour moi. Je ne sais pas encore dans quelle direction aller. Je sais juste que la recherche m'intéresse beaucoup. C'est normal en licence de se poser déjà ces questions-là et de ne pas avoir de réponse tout de suite, après tout. Voilà. Les questions que je me pose aussi, c'est sur le financement, justement, comment faire pour vivre dans la recherche. Et surtout, le métier d'infirmier, tel que je le connais, être auprès des patients, etc. La question que je me pose aussi, c'est à partir du moment où je fais de la recherche, je suis infirmière en recherche, c'est un autre métier. On n'est plus auprès des patients. Tout à fait vrai. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment on peut répondre par rapport à ça? Concrètement, comment ça se passe? Comment se passe une journée? Bien sûr qu'on prend du recul par rapport au patient. On n'est plus aussi proche de lui. Il n'y a plus forcément cette proximité permanente qu'on peut avoir, surtout en réanimation avec les patients. Mais on reste très au contact des patients, puisque l'idée première, c'est quand même d'améliorer soit le soin qu'on apporte aux patients, soit leur qualité de vie. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, en tout cas pour ce qui est de la recherche clinique, sans patient. Et donc on est très au contact d'eux.
Oui, je pense qu'il y a un rôle très important dans l'explication auprès des patients. C'est qu'à un moment donné, on doit obtenir l'adhésion du patient à la recherche. En tout cas, ce qu'on propose, il y a tout un consentement à signer. Et je pense que le rôle de l'infirmier qui connaît un petit peu voilà, la spécificité du métier, a toute son importance dans l'explication. C'est-à-dire qu'il y a ce temps qu'on passe auprès du patient, où on lui explique pourquoi voilà, on l'inclut dans cette étude, et pour le faire adhérer, qu'il comprenne l'intérêt de cette étude qui est mise en place, dans l'idée d'améliorer, peut-être pas là, parce que l'étude elle est là pour regarder si on peut, comment on peut valoriser cette étude, mais en fait pour dire que c'est pour demain, les résultats vont permettre d'améliorer la prise en charge de demain, et on le sollicite pour accompagner cette étude. Et souvent, voilà, je pense que parfois les soignants n'ont pas trop, enfin les paramédicaux, les infirmiers n'ont pas trop le temps de prendre ça, de prendre ce temps-là pour l'expliquer. Et je pense qu'avoir une infirmière, moi je me rends compte là, aujourd'hui, maintenant qu'on a mis en place une infirmière de recherche dans le service, qui prend ce temps-là, c'est-à-dire qu'elle prend ce temps-là pour échanger, s'asseoir avec que ce soit le patient ou la famille et expliquer bien l'intérêt de l'étude. Et pourquoi c'est important qu'ils adhèrent et que pour aider pour plus tard. Et vraiment, au-delà de comme il dit, hein, de la proximité qu'on peut avoir parce qu'on fait le soin, c'est pour ça que moi j'ai dit tout, il y a une différence entre faire le soin et prendre soin. C'est pas la même chose, ça n'a pas le même sens pour moi. Et voilà, vraiment, moi je pense qu'il y a toute sa légitimité. Hein. On n'est pas dans le soin, mais par contre on est dans le prendre soin et ça fait partir, je pense, de l'infirmière de recherche. Je crois, pour élargir un petit peu la réponse pour Sophie, c'est que dans les parcours que nous ont présentés nos invités, c'est qu'ils ont été infirmiers ou infirmières pendant X années. Donc ils ont déjà eu la maîtrise de cette profession-là, du prendre soin. Alors le hasard fait qu'ils sont tous issus de réanimation ce soir. On l'a pas fait exprès. Hein, on n'a pas fait exprès. C'est une piste en tous les cas. Mais voilà, on espère dans le futur des infirmières en santé mentale, en s'occupant de la personne âgée, pratiquant les soins peut-être à domicile ou les soins en chirurgie, pourraient aussi être associées à des travaux de recherche. Et puis après, disons que l'exercice est plutôt mixte, un petit peu mixte évidemment. Regardons l'exemple que l'on a quand même, une recherche là qui est très installée depuis des décennies, la recherche médicale. Il y a une activité clinique qui perdure. Le malade n'est pas, n'est pas mis de côté. N'est pas mis de côté, en tout cas c'est pas un point évanescent, c'est concret. On n'est pas, comme je le disais un petit peu l'autre jour quand on a préparé ce rendez-vous, on n'est pas dans des purs intellectuels. On n'est pas, voilà. Justement, à travers vos discours, ce que vous dites tous, c'est que du coup, c'est une pratique soignante qui va vous interroger et qui va faire que du coup, on va se poser un certain nombre de questions et réinterroger cette pratique peut-être autrement. Alors, soit parce qu'on est en difficulté, mais pas tout le temps, ou c'est parce que du coup, on a envie d'essayer et d'éprouver une idée. Enfin, on peut tout envisager. En tous les cas, mais en tous les cas, ça part de la pratique soignante et du soin, au sens aussi large qu'il peut être en tous les cas. Et c'est vraiment intéressant. Alors, on a eu quelques prémices à travers vos questions, comment dynamiser cet aspect recherche au sein des services, justement, dans le contexte actuel et puis bien au-delà? Déjà, bien faire prendre conscience aux soignants qu'on peut être praticien-chercheur, c'est-à-dire qu'on est clinicien, on est auprès du malade et on peut être chercheur, on peut porter un projet et donc ce projet on va le porter dans le cadre de l'exercice clinique. Et c'est ça qui est important. Alors certains font un projet et puis d'autres vont y prendre goût et ils vont en faire plusieurs, ou alors ils vont passer par la formation, par la recherche et une validation universitaire. Il y a plein de choses possibles. Devenir infirmier de recherche, voilà, il y a différentes modalités possibles. Mais voilà, c'est comme ça aussi, on met le pied à l'étrier d'une façon ou d'une autre, et puis quand on a été pris, quand on a apprécié ça, on continue dans cette dynamique, et puis après on entraîne les pairs avec soi, et c'est comme ça que petit à petit, ça va se répandre de plus en plus. Mais surtout, donner à connaître cet exercice de la recherche, en parler, démystifier le mot recherche qui souvent fait peur,
montrer que oui, c'est faisable, oui, il y a des compétences à acquérir, mais on va être accompagné dans cette montée en compétences. On va acquérir le vocabulaire et petit à petit. Peut-être aussi que ce n'est pas uniquement réservé à une catégorie de personnel. Exactement. Ou de personnes, mais voilà, parce qu'il y a probablement des inhibitions chez les paramédicaux qui persistent à ce niveau-là, de par l'histoire, la tradition culturelle dans notre pays, que l'on ne trouve pas dans d'autres cultures où les paramédicaux, et en particulier les infirmières, sont très à l'aise et ont installé dans leur pratique la recherche en sciences infirmières depuis des décennies. Et puis démystifier pour passer par cet aspect recherche, protocole de recherche, phase d'écriture aussi, auxquels les soignants ne sont pas forcément. Je pense que c'est ça qui fait peur aussi. Hein. C'est-à-dire que parfois, quand ils entendent un peu les médecins discuter des recherches, ils disent oh là là, tout ça. Et en fait, derrière, je pense que ce qui est important, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Comme elle dit Anne, vous ne le ferez pas. Moi, de mon expérience, au début, je me suis dit, quand on m'a dit oui, il faut écrire une lettre d'intention, je me suis dit, encore. Moi, je veux juste regarder, je veux juste que le patient n'est pas mal. En fait, c'est ça, c'est qu'on se dit, voilà. Je veux juste ça, moi, je n'ai pas envie d'aller faire. Et en fait, du coup, voilà, j'ai un encadrement qui m'a vraiment accompagnée et je crois que c'est ça aussi, ce qu'on a comme exemple nous donne envie de le reproduire. Et donc elle m'a dit non, regarde, c'est pas très compliqué, regarde les cases, ah c'est juste ça. Et en fait, au début on se dit ah c'est juste ça, d'accord, oh, mais je pensais que c'était encore un truc. Et en fait on passe une étape et après on arrive à, il faut écrire le protocole. Mais oui, mais tu connais déjà, t'as fait un mémoire. C'est à peu près la même chose. Tu te poses des questions, l'objectif, et en fait, tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas pratiqué, on imagine ça vraiment comme quelque chose de... Oui, ça prend du temps. Inaccessible. Ça prend du temps parce que en fait, voilà, quand on veut améliorer quelque chose, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'y aller, de vraiment voir tous les aspects. Et je pense que c'est ça souvent qui fait peur. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que... En fait, on est paramètre, on veut souvent que ça aille vite. Voilà, on fait un soin. On veut déjà trouver ce qu'on a envie de chercher. C'est la réponse tout de suite. Et en fait, l'idée, c'est de faire comprendre que plus on prend le temps, plus voilà, la recherche d'amélioration, elle va mûrir, elle va voilà. Il y a une temporalité propre. C'est ça. Voilà. Et donc, quand on démystifie le sujet, effectivement, ça permet aux équipes de venir vers... Alors, est-ce qu'on voit des messages affichés? Est-ce que c'est des questions? D'accord, donc il n'y a pas de questions. D'accord. D'accord. Alors, comment finalement valoriser ces recherches? Comment se réalise cette valorisation de la recherche? Alors, moi je pense que la première valorisation, c'est le résultat. C'est-à-dire que si on se dit, voilà, on a fait une étude qui s'est avérée positive ou pas, mais en tout cas, voilà, on a cette réponse à cette question qu'on se posait tous et qui nous perturbait, parce que quand on a des questions dans l'exercice pratique de tous les jours, c'est perturbant en fait, de ne pas savoir si on fait bien ou mal. Et moi, en tout cas, c'était quelque chose qui m'a toujours perturbé dans ma pratique d'infirmier au quotidien, où on dit on fait comme ça, on ne sait pas bien pourquoi, mais on fait comme ça, d'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pu entendre, en tout cas. Et donc voilà, quand on se pose une question et qu'à la fin on a une vraie réponse, si en tout cas on a pu y mettre une méthodologie bien construite, eh bien voilà, c'est déjà la première valorisation, de se dire on a une réponse ou un bout de réponse, parce que souvent les questions amènent d'autres questions, mais voilà, et puis de se dire si on peut aider le patient, parce qu'en tant que soignant on est tous là pour ça, hein, en tout cas je l'espère et je le pense sincèrement. Mais voilà, donc de se dire, voilà, on peut aider les malades en se posant des questions, en y passant un temps qui est certes pas négligeable, mais sans que ça soit non plus insurmontable. Hein. Comme tu le disais bien, voilà, c'est pas impossible de faire de la recherche, hein, il suffit de prendre son temps. Ça, c'est un des premiers aspects. Je pense qu'il faut pas être pressé, il faut prendre son temps, de bien faire les choses pour pouvoir valoriser tout ça. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple, par exemple, de questions que vous avez creusées et nous dire comment vous y êtes pris et quelle durée, quelle temporalité, les résultats, ce genre de choses, pour que ce soit un peu plus concret dans mon esprit? Alors des questions, c'est vraiment des questions très... En tout cas, celles que je me pose, c'est des questions très techniques sur la réanimation.
Une des premières, c'était sur l'utilisation de la noradrénaline en voie veineuse périphérique. C'est un travail que j'avais commencé à lancer avant le Covid. Et donc je devais travailler avec une entreprise américaine, ce qui, le Covid a un peu compliqué lourdement la tâche et arrêté totalement ce projet. Ensuite, avec un collègue infirmier dans le service, nous avons travaillé sur les pratiques de l'instillation sur les aspirations trachéales. Nous avons donc proposé un questionnaire pour essayer d'évaluer un petit peu la fréquence d'utilisation de cette pratique-là, et puis les raisons pour lesquelles aussi les infirmiers instillaient. Parce qu'en fait, dans la littérature, de ce qu'on a vu de la littérature scientifique, eh bien, c'est absolument pas recommandé. Et pour autant, c'est une pratique qui perdure, parce que les traditions font que, les légendes de couloir font que, on a l'impression que c'est positif pour le malade. Et donc on a essayé de comprendre pourquoi les gens le faisaient. Donc on a eu des bouts de réponse qu'on connaissait déjà, mais au moins on a pu le mettre sur papier. Et donc ça, c'est des choses qu'on a présentées après en congrès, qui est un congrès notamment spécifique de la réanimation médicale, qui s'appelle la SRLF, qui fait un congrès annuel, hein, et donc c'est des résultats d'études qu'on a pu présenter à ce congrès-là. Et puis là, on travaille sur un protocole de sevrage de la ventilation piloté par les infirmiers qu'on a mis en place dans le service, qui a été démontré comme étant efficace dans plusieurs études réalisées dans le monde. Et donc on a voulu regarder si dans notre service ça marchait aussi. Et donc on a regardé des patients, on est en train de travailler dessus, hein, on regarde des patients avant la mise en place du protocole, de voir notamment sur la durée de ventilation, est-ce qu'on arrive à faire réduire cette durée de ventilation avec l'utilisation de ce protocole. Voilà, c'est le type de questions qu'on se pose, hein, qui sont très spécifiques de notre métier en réanimation, effectivement. Mais, très en lien avec la pratique professionnelle. Exactement, c'est du pratico-pratique, hein, on essaie d'améliorer notre quotidien et celui des patients. Alors justement, sur l'un de vos protocoles, vous parlez de l'instillation, l'aspiration, est-ce que ça a changé votre pratique ou ça l'a interrogé autrement? Alors moi, ma pratique, elle était déjà actée, puisque c'est des choses qui ont été démontrées dans bien des études, mais en tout cas, oui, ça a modifié les pratiques dans le service. Et c'était surtout vers ça qu'on voulait tendre, parce que effectivement, le fait d'avoir travaillé sur ce sujet-là, bien ça a beaucoup sensibilisé l'équipe. Ouais. La valorisation passe aussi par la communication, lors de congrès, par l'enseignement peut-être aussi. Par l'écriture d'articles aussi, par l'écriture. Par l'écriture, tout à fait. D'accord. Est-ce que les étudiants qui viennent en stage dans vos secteurs sont informés de votre présence, ont des temps d'échange avec vous pour commencer à se familiariser avec la pratique de la recherche paramédicale, ou c'est trop tôt encore? Non, je pense qu'il n'est jamais trop tôt, au contraire. Pour le moment, on est sur des temps d'échange. Je suis en train de discuter moi, avec mon encadrement pour qu'il puisse venir au moins une journée suivre mon activité. On est 2 infirmiers de recherche au sein de mon service, donc qu'ils puissent suivre notre activité sur 1 ou 2 journées pour voir ce que ça peut être le métier d'infirmier de recherche. Ça me paraît vraiment essentiel. Oui, c'est une bonne idée que je vais prendre. Comme quoi. Non, mais je pense que c'est quand on échange que justement on modifie un peu les choses et on a tout un parcours créé en réanimation pour les étudiants. Et c'est vrai que après, c'est vrai que l'infirmier de recherche, c'est très récent, ça fait moins d'un an, à peu près 1 an qu'elle est en place. Donc c'est vrai que l'idée ne m'était pas venue, mais non, vous voyez, je me dis, je vais voir avec elle, même s'il passe une journée sur les 10 semaines de stage, je pense que ça peut encore ouvrir ses portes, éveiller. Et démystifier, comme on disait, l'aspect recherche, finalement, la rendre beaucoup plus accessible que les propres représentations des étudiants. Tout à fait. Alors du coup, on a vu à travers vos parcours, alors le temps avance, mais on a vu à travers vos parcours, en fait, l'évolution, en fait, de vos missions d'infirmière, comment elles ont évolué vers la recherche. Anne, est-ce que tu veux dire quelques mots simplement sur l'infirmière en pratique avancée, ses missions de recherche? Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de secteurs, de sites de nos GHU bénéficient d'infirmières en pratique avancée. Simplement dire, voilà,
en quoi l'infirmière en pratique avancée aussi est impliquée dans la recherche. Tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, tous les auxiliaires médicaux peuvent faire de la recherche et surtout être porteurs de projets de recherche, en tout cas en France s'ils le souhaitent. Et d'autant plus si on est dans une structure U, c'est-à-dire universitaire. Mais finalement, c'est au bon vouloir des gens et aussi en fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Les infirmiers de pratique avancée, la recherche est une mission non facultative. C'est-à-dire qu'elles ont un certain nombre de missions à remplir et cette mission-là fait partie intégrante de leur quotidien. Premièrement déjà parce qu'elles doivent baser leur pratique clinique sur les données probantes, donc ça veut dire lire les résultats de la recherche. Et ensuite, il est vraiment recommandé et conseillé, et elles sont formées à ça, de participer à des projets de recherche, voire d'en monter elles-mêmes. Et quelque part, nous espérons qu'elles vont vraiment être moteurs pour permettre justement l'essor de cette recherche. Il y a d'autres formations, par exemple, comme les IAD, où il y a un stage recherche maintenant, mais néanmoins, il n'y a pas cette mission obligatoire. Après, une fois en service, c'est au bon vouloir des personnes et puis surtout de l'environnement dans lequel elles sont, de la permissivité de l'environnement. Les IPA, de toute façon, dans leur fiche de poste, il y a forcément cette notion mission recherche. Puis on voit bien à travers l'expérience de nos intervenants que de par leur mission, de toute façon, ça aide à développer cet aspect par la présence en fait de ce type en fait de professionnels, et puis ça contamine également en fait les soignants. Et c'est une bonne contamination. Une bonne contamination en tous les cas pour développer la recherche et surtout, on n'arrête pas de le dire, mais améliorer la pratique soignante et la qualité des soins, quelles que soient les questions qu'on se pose alors finalement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, combien de temps après le diplôme d'infirmière on peut faire un projet de recherche? Quelqu'un veut répondre? Dès les études. Dès les études, pour moi. Il n'y a pas de délai en Il y a fait. pas de... Tout part d'une idée, il n'y a pas de délai, c'est qu'on peut arriver dans un service, justement parfois les situations d'étonnement, parce que quand quelqu'un vient de l'extérieur, il s'étonne de ce qu'il est pratique. Et cet un étonnement... étudiant s'étonne aussi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je pense qu'en fait, cet étonnement peut être porteur d'un projet de recherche. Et donc, il n'y a pas, oui, on peut faire une étude après 6 mois. Non, on peut arriver au bout d'un mois et se dire, ah, mais moi, je m'interroge sur ça. Si on a la motivation et l'envie et l'accompagnement, en tout cas, qu'il faut, je pense qu'il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps prescrit pour ça. Alors, ce qu'il faut peut-être compléter là, dans cette réponse, c'est dire aussi que votre expérience est en réanimation. Il y a une collaboration très proche entre les équipes médicales et paramédicales, c'est culturel dans ce type de service. Ce n'est pas toujours le cas. Sandrine va me dire en pédiatrie c'est pareil, je suis tout à fait d'accord. C'est pas toujours peut-être que les étudiants qui nous écoutent et qui sont en stage dans notre discipline ne constatent peut-être pas autant de proximité, de collaboration spontanée, quasiment naturelle. Voilà. Peut-être aussi que pour compléter, Anne, pour les IPA, avant de devenir IPA, on doit avoir un temps de pratique infirmière, me semble-t-il. Pour pouvoir exercer, alors on peut faire les études, la formation d'IPA en sortant d'IFSI, mais par contre on ne peut pas exercer en tant qu'IPA avant d'avoir eu 3 ans d'exercice professionnel. Voilà. Ce qui implique donc qu'il y a une certaine expérience professionnelle et ce qui permet, je pense, ce qui favorise un certain positionnement et surtout une vision plus élargie des choses parce qu'elles sont quand même dans le parcours de soins. Et avant d'avoir cette vision parcours de soins, il faut quand même se sentir un peu à l'aise dans les il faut avoir pratiqué. Voilà, il faut avoir pratiqué. Voilà. Pour se questionner. Pour se questionner. Même dans la recherche clinique, je pense que c'est important, même sans être IPA, je pense que c'est important d'avoir quand même un peu d'expérience professionnelle, d'avoir une certaine connaissance aussi des différentes pathologies. Nous, au centre de recherche à la Riboisière, on intervient dans les différents services de l'hôpital. Je pense que c'est quand même important d'avoir des connaissances. L'expérience aussi de la personne soignée. Oui, de l'expérience de la personne soignée, pour savoir comment prendre en charge, prendre soin des patients. Alors effectivement, pour répondre à la question, il n'y a pas de délai pour se lancer dans la recherche. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, d'avoir toujours au plus près cette pratique soignante pour pouvoir continuer et une équipe à s'interroger et à être intégré dans une équipe. Une équipe de recherche, parce que voilà, une recherche, on connaît tous le turnover à l'hôpital. Un projet de recherche, 6-7 ans, c'est très très bien entre l'idée et la publication, mais parfois ça peut être plus long. Les gens bougent, les gens partent, mais quand il y a une équipe, la dynamique perdure. Et du coup, des personnes prennent le relais si jamais il y a eu des départs. Pour ce projet,
toi tu étais infirmière et après tu étais cadre, le cadre de service il est devenu CPDMU, enfin voilà, on voit qu'avec le temps les positionnements peuvent changer, mais finalement on y revient peut-être, et il y a toujours cette équipe autour du projet qui fait perdurer et qui permet au projet d'aller jusqu'au bout, et ça c'est extrêmement important. Alors on arrive quasiment au bout du live, il va falloir qu'on conclue. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Non. D'accord. Bien, Alors, alors du coup, nous arrivons au terme de ce rendez-vous mensuel avec les étudiants. Merci, chers intervenants, pour vos témoignages et puis pour le partage de votre expérience. Merci aux étudiants de nous avoir prêté attention. Nous espérons que les échanges de nos invités vous rendent plus lisible la recherche paramédicale en France et seront source d'inspiration pour les années futures. Exactement. Nos prochains rendez-vous dans un mois, toujours le mardi soir, alors le 19 avril, avec une thématique sur la prise de poste, dont nous aurons certainement de jeunes infirmières, qui sont infirmières depuis une année à peu près sur nos établissements et qui viendront témoigner de leur première année ou 18 premiers mois de travail. Le mardi 17 mai, une thématique et une soirée consacrée à l'infirmière dans l'équipe de suppléance, avec aussi d'autres infirmières de notre GHU. Merci, au revoir, À bientôt. à bientôt.